Sunday Night Production. Les championnats du monde d'Ironman viennent de se terminer et on débrief de cette édition exceptionnelle en terre niçoise avec Tristan de la chaîne Iron Human. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous vous proposons un épisode spécial enregistré à Nice à l'occasion de VinFast Ironman World Championship. Cette année, les championnats du monde d'Ironman quittent les rivages d'Hawaï pour s'installer sur la Côte d'Azur à Nice. Et la question que tout le monde se pose, cette édition a-t-elle été à la hauteur des attentes des passionnés de triathlon ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en première partie d'émission. Puis, on aura la chance de recevoir Sam Lello, nouveau champion du monde d'Ironman, premier français à décrocher ce titre. Donc, restez bien avec nous jusqu'au bout. Et pour nous aider à décrypter les performances des champions de l'épreuve combinée, j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Pavlak, créateur de la chaîne YouTube Iron Human. Tristan, c'est un plaisir de te retrouver ici à Nice, dans la capitale mondiale du triathlon, en tout cas le temps de ces championnats. Est-ce que tu as pu pleinement savourer le spectacle qui nous a été offert aujourd'hui ? Ah bah ouais, carrément, les gens se rendent pas compte, mais la course vient à peine de se terminer. On est encore plein d'émotions de ce qui vient de se passer. Un peu essoufflé encore, encore tout un peu transpirant parce qu'il a fait très chaud. Sur le vif, vous nous prenez sur le vif, mais non, super édition, on va en parler et très heureux d'être à Nice une fois de plus. Ah, on n'arrête pas la passion, qu'est-ce que tu veux ? Tristan, je l'ai mentionné en introduction, cette année le groupe Ironman a pris la décision de déplacer les championnats du monde à Nice. Alors c'est la deuxième fois parce qu'effectivement pendant le Covid on avait déjà eu cette expérimentation et le moins qu'on puisse dire en tout cas c'est que cette année ce changement il a fait couler beaucoup d'encre en grande partie à cause du lien émotionnel très fort entre la destination d'Hawaï et Ironman parce qu'après tout Hawaï, c'est presque considéré comme un lieu sacré pour les triathlètes, un peu comme la Mecque en fait du triathlon. Bah exactement, le fait que la course ait quitté Hawaï, c'était quand même un gros choc dans la communauté triathlète, on pourrait dire, parce qu'il faut une fois de plus remettre un peu dans le contexte. L'Ironman est né à Hawaï, donc c'était en 78 sur l'île d'Honolulu. Certes, en 81, ça a déjà un tout petit peu changé de place puisque ça a quitté l'île d'Honolulu pour aller sur l'île de Kona. C'était la responsable de la supervision de la course à l'époque qui a fait ce choix-là. Mais en fait, depuis, Kona, c'est vraiment devenu légendaire. Quand je dis légendaire, c'est pour tout ce que ça représente pour les triathlètes. La chaleur, l'humidité, le vent, l'indice, l'aventure. C'est une course qui est très atypique, mais tous les triathlètes qui ont une envie de performance, on pourrait dire que tous les triathlètes rêvent d'aller à Kona. Comme un peu tous les sportifs élites voudraient aller aux Jeux Olympiques. Tu vois, il y a vraiment cette culture-là de je vois ça à la télé depuis toujours, j'ai envie de savoir comment ça se passe. C'est une destination mythique comme peut l'être par exemple un marathon de Boston ou un marathon de New York. On va vraiment à la destination avant d'aller au marathon. On veut une destination avant même d'une épreuve sportive. Bah même limite plus Boston que New York, puisque Boston c'est une course qualificative. Donc il faut faire une performance minimale pour pouvoir s'y qualifier. Et Kona, donc l'Ironman d'Hawaï, c'est la même chose, c'est les championnats du monde. Il faut se qualifier d'abord sur le circuit général pour pouvoir prétendre à faire la course là-bas. Donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu. Il y a une dimension peut-être un petit peu, je ne vais pas dire élitiste, mais de performance. Alors, d'accord, le parcours de Kona, il est certes iconique, mais il présente quand même quelques inconvénients. Déjà, son tracé qui ne change jamais. Certains lui reprochent notamment son manque de technicité pour le vélo. Il y en a qui disent même que c'est un peu monotone, voire même ennuyeux. Sans parler des frais de déplacement pour aller à Hawaï qui sont carrément hors de prix, surtout quand on est un Européen. Toi, tu as déjà eu l'opportunité de courir à Kona. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les points forts, mais aussi les limites d'Hawaï ? Si on commence par les points forts, qu'est-ce qui donne envie aux triathlètes d'aller à Kona ? En réalité, est-ce que c'est vraiment Kona ou est-ce que c'est tout le parcours initiatique, on pourrait dire, pour réussir à y aller ? C'est ça qui est vraiment important. En fait, le point fort réside dans le parcours pour pouvoir y parvenir. Il faut que les gens s'entraînent, il faut que les gens réussissent à se qualifier et les gens ont le droit d'aller à l'endroit... Enfin, c'est au milieu de l'océan, c'est au milieu du Pacifique. Enfin, il faut vraiment se rendre compte de ce que ça représente. Donc, il y a ce point fort-là. Et de mon point de vue, il y a une vraie importance au niveau des légendes. Quand je dis légende, c'est Kona, c'est mythique.
Et pour moi, garder des mythes comme ça, il y en a d'autres dans le triathlon, il y a le Norseman par exemple, mais garder des mythes, c'est ce qui fait que les gens se mettent au sport, c'est ce qui fait que les gens ont envie de se dépasser, c'est ce qui fait que les gens franchissent le pas, quoi. S'il n'y avait pas ces légendes-là, c'est un peu comme le marathon. Si le marathon n'existait pas, combien de gens ne se seraient jamais mis à la course à pied? Et bah, dans le triathlon, c'est la même chose. Combien de gens n'auraient pas persisté dans ce sport? Combien de gens se seraient simplement arrêtés s'ils n'avaient pas eu cette légende en ligne de mire? Donc ça, c'est par rapport au point positif. On pourrait aussi rajouter l'ambiance, parce que c'est une ambiance extrêmement particulière, avec ses rites, ses cultures, ses traditions. Mais, si on va un petit peu au-delà de ça, ça a quand même certains points négatifs, on pourrait dire, qui sont quand même pas, enfin qu'on peut pas évincer simplement, quoi. Déjà, tu l'as dit, le parcours vélo, bon bah c'est à l'américaine. C'est en position aérodynamique. C'est un aller-retour sur une autoroute. Voilà, il y a un petit peu de dénivelé, sur 180 km, il y a 1500 mètres de dénivelé, il me semble, de tête, peut-être un tout petit peu plus, mais voilà, c'est un aller-retour sur une autoroute. Donc tu passes au milieu des champs de lave, etc. Ça, c'est une certitude, mais c'est un vélo quand même pas aussi sélectif que ce qu'on a pu voir ici à Nice. Ensuite, tu as aussi le point négatif de, comme il fait très chaud là-bas, les gens ont tendance à vouloir y aller très en avance, 2-3 semaines en avance, et l'entraînement sur place est extrêmement dangereux. Tu peux que rouler sur l'autoroute à vélo, ce qui est quand même pas terrible. Ne faites pas ça à la maison. Alors, l'autoroute, c'est pas une autoroute à 130, c'est une autoroute qui est à 70-90, mais c'est pas fait pour ça, tu vois. Et puis les locaux là-bas, on va dire que ils en ont un peu marre, j'imagine. Ils en ont un peu marre. À la 45e édition, tous les ans, il y a des mecs en slip qui débarquent. Ça les saoule un petit peu. Donc ça, c'est T'as débarqué en slip là-bas, toi? Il y a des moments où j'étais en slip en ville. C'est comme tout le monde. C'est un manque de délicatesse, ça, Tristan. En sortant de l'eau, tout ça, bref. Troisième point négatif pour moi, et c'est peut-être le principal, et ça touche principalement aussi les professionnels, c'est que ça favorise tous les ans le même profil de coureur. C'est ça. Imagine un marathon, un championnat du monde de marathon sur Berlin, par exemple, avec un parcours très plat. Bah là, c'est toujours les athlètes kényans les plus rapides qui vont gagner. Il n'y a jamais vraiment d'enjeu. Et je peux comprendre qu'il y a aussi une forme de monotonie qui va s'installer. C'est ça, là tu prends des gens qui résistent très bien à la chaleur, il y a des gens qui résistent absolument pas à la chaleur, donc tous les ans les champions du monde sont là-bas, ils sont en mode je ne peux jamais devenir champion du monde. Le parcours vélo est beaucoup moins sélectif, donc si c'est ton point fort à la fois au niveau physiologique mais aussi au niveau technique, si tu es très fort en descente, etc., bah, là tu n'as pas l'occasion de pouvoir montrer un peu ses qualités. Et puis bon, la course à pied quand même pas mal de dénivelé, mais voilà, ça présélectionne un type d'athlète. Et puis le dernier point négatif, faut quand même le dire, c'est très très cher. Ah, et ça, je crois que ça vaut une blinde. Faut hypothéquer sa maison pour y aller. Ça coûte plus cher qu'une voiture, ouais. Le budget, toi, par exemple, t'y allais, une fourchette, tu vas pas nous donner, mais c'est un investissement qui se prévoit. C'est presque même un investissement d'une vie. Pour la majorité des gens, ça coûte entre 10 000 et 20 000 c'est énorme. euros. Ouais. Et on pourrait même rajouter aussi les enjeux climatiques. Faire déplacer des Européens comme ça à plus de 10 000 km de Paris, ça pose des questions. C'est ça, t'as beau faire un déplacement. Personnellement, je suis resté 1 mois et demi sur place. Bon, t'as quand même fait ce déplacement-là. Donc, 10 000 à 20 000 $. À partir du moment où, de toute façon, le dossard coûte 1 400 €, mais en fait, c'est que le début. C'est que le début des coûts. C'est peut-être le truc le moins cher au final. Quand un dossard à 1 400 €, c'est ce qu'il y a de moins cher, c'est vrai que tu peux quand même ça annonce la couleur. Ouais, ça annonce la couleur. Est-ce qu'on sait pourquoi le groupe Ironman a décidé de délocaliser les championnats du monde à Nice, à 12 500 km, j'ai regardé, de Kona? À mon avis, il y a quand même pas mal de choses qui ont joué en faveur de la ville de Nice. Pourquoi c'est pas à Tallinn? Enfin, des super Ironman, il y en a plein. Pourquoi l'avoir déjà délocalisé d'Hawaï et pourquoi avoir choisi Nice? Alors, est-ce qu'ils avaient en idée de vouloir le délocaliser un jour ou l'autre? Ça, on ne le saura jamais. En tout cas, ce qui a provoqué un peu ce phénomène, c'est le Covid, puisque pendant 2 ans, les qualifications ont été reportées d'une année sur l'autre. Donc d'abord en 2020, puis en 2021, ce qui fait que ça a accumulé beaucoup d'athlètes, puisque les qualifications ont, elles, continué de se faire. Ce qui fait que, au lieu d'avoir en général 2200-2400 athlètes, là, il y avait quasiment 5000 athlètes sur l'édition. La première édition post-Covid a été faite à Saint-Georges en Utah, où là, ils ont décidé en fait de séparer sur 2 jours les courses hommes et les courses femmes. Parce que 5000 athlètes lancés en même temps sur un parcours, c'est juste impossible à gérer, rien que pour les réglementations, les sanctions, l'arbitrage. Donc, ils ont séparé ça sur 2 jours. En Utah, ça pose aucun problème. Mais une fois que l'édition suivante est arrivée sur l'île d'Hawaï et qu'il y avait encore 5000 athlètes, là, on ne peut pas pousser les murs sur une île. Là, c'est ça, parce qu'en fait, le parcours vélo ne peut pas accueillir plus de 1400 vélos ou 1500 vélos. Donc, en fait, ils étaient obligés de garder ce format sur ces 2 jours-là. Donc, pour Ironman, eux, ils y ont vu des bénéfices.
Ça pourrait être à débattre chez les athlètes, mais ça laisse aussi une exposition supérieure pour les femmes, parce que on va dire que le broadcast, on peut dire la diffusion de la course à la télé est pas encore assez bien gérée par les équipes pour faire autant de place et retranscrire aussi bien les deux courses à la fois. Ça, c'est le problème sur les épreuves d'ultra-distance. Quand il y a, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas être partout, ça demande des moyens. Et donc, du coup, on doit faire des choix d'arbitrage. Et souvent, malheureusement, c'est souvent le sport féminin qui paye le prix de ça. Et ça, c'est plus acceptable. Après, je pense que concrètement, ça sera encore mieux cette année quand les deux courses ne sont pas le même jour et pas au même endroit. Parce que, faut quand même le dire, si c'est le même week-end, je trouve que ça dessert au niveau de l'ambiance quand même les féminines. Parce que les féminines sont mises en avant. Tu pourrais dire que c'est gentleman, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, tous les hommes restent chez eux parce qu'ils ont la course le lendemain, donc ils vont pas encourager les femmes, etc. Donc tu as beaucoup moins d'ambiance sur les femmes. Là, comme c'est deux courses, parce qu'on l'a pas dit, mais donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lille n'a pas accepté 5000 athlètes et la course sur 2 jours, parce que ça bloque Lille pendant 4 jours. Ça demande 2 fois plus de bénévoles, parce qu'il faut être bénévole sur 2 jours de suite. Donc ça, ils ne l'ont pas accepté. Comme je l'ai dit, 5000 athlètes, 30 000 athlètes de plus sur Lille. Il faut savoir que le village de Kailou à Kona, parce que c'est un village, c'est 20 000 personnes. Donc tu fais arriver 30 000 personnes dans une ville de 20 000, ça fait bizarre. Même en hébergement, c'était techniquement pas possible en fait. Exactement. Donc en fait, la solution qu'Ironman a choisie, c'est d'alterner 1 an sur 2, où là, l'édition féminine aura lieu à Kona, donc c'est pour ça que je disais que c'était mieux, et l'édition masculine, elle, se déroule quelque part d'autre. Et c'est Nice. Et pourquoi est-ce que c'est Nice ? C'est simplement parce que Nice, il faut bien se rendre compte que c'est le berceau du triathlon longue distance en Europe. C'est le premier triathlon longue distance en 1982. C'est-à-dire que quand l'organisateur, on va en parler, mais il y avait un fan de triathlon, il s'est dit je veux un triathlon longue distance en Europe en voyant ce qui se faisait à Hawaï, et c'est Nice qui a été sélectionné. Par contre, est-ce que tu sais un petit peu, on va dire, le lien entre Ironman et Grace Kelly, la princesse de Monaco, parce qu'il y a une petite histoire là-dessus. Grace Kelly faisait du triathlon. Tristan, moi je suis pas au courant, mais j'imagine que tu vas me raconter cette histoire passionnante. Justement, parce qu'en février 1982, comme je l'ai dit, l'Ironman prend de l'ampleur, et cette fameuse personne, c'est Marc Cormark, le patron de la société d'événements IMG, qui envisage justement d'importer cette course. Il est fan, il veut la même chose en Europe, et son premier choix, c'est pas Nice, c'est Monaco. Monaco, le luxe, le prestige, le charme. C'est vrai que ça aurait... Bon, j'adore Nice, mais c'est vrai que ça aurait eu de la gueule, un Ironman à Monaco, quoique on aurait été vite confronté au même problème de place. Et puis là, le coût de 10-15 000 euros, tu peux le multiplier encore par 2. Donc finalement, je pense qu'ils ont fait le bon choix. Et du coup, pourquoi pas Monaco ? Excuse-moi, je t'ai coupé. De base, la principauté, elle était hyper enthousiaste pour l'accueillir, mais hélas, en septembre 1982, peut-être que les plus érudits d'histoire le sauront, mais il y a justement le décès de la princesse Grace Kelly. Monaco, cette année-là, est en deuil, et donc l'événement est annulé et doit se déplacer quelque part d'autre. Dans la précipitation, Marc, il n'a pas mis 3000 solutions. C'est là où il demande à Nice une faveur un petit peu, de délocaliser son triathlon sur place. À l'époque, le maire accepte. Et puis c'est comme ça que la légende est née ici. Bon, écoute, tant mieux pour nous les Français, parce que c'est quand même incroyable d'avoir ce championnat du monde chez nous en France, surtout si ça dure, parce que je crois que ça va durer en tout cas quelques années pour l'instant. Au moins l'année prochaine pour les femmes. Exactement, donc on va pouvoir profiter du spectacle. Du coup, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que les gens n'étaient pas convaincus quand même. Il y avait quand même quelques appréhensions sur est-ce que vraiment ça vaut le coup, pourquoi aller à Nice, Hawaï, c'était prestigieux. Comment est-ce que ça s'est passé finalement, cette édition à Nice ? Est-ce que c'est une réussite ? Je pense que les gens étaient un peu en colère, entre guillemets, non pas parce que c'est délocalisé, parce que comme je l'ai dit, si vraiment on regarde les choses concrètement et qu'on est réaliste, t'as plein de désavantages à ce que ça soit à Hawaï toute l'année, enfin chaque année. Donc à partir de là, tu peux commencer à vouloir négocier. Le problème, c'est que ça serait dommage que la légende de Kona meure par des soucis pratiques. Donc c'est là où en fait les gens avaient le plus peur, je pense. C'est pas que les championnats du monde soient délocalisés, c'est que la légende meurt. À partir de là, ça on pourra pas répondre tout de suite, mais ce qu'on peut dire, c'est que cette édition a l'air d'être un succès, c'est une première. Il faut imaginer que Kona, c'est une légende qui s'est bâtie sur plus de 40 années, donc forcément il va falloir laisser un petit peu de temps. Mais on a croisé des athlètes, eux ils étaient heureux, et c'est le principal, c'est un peu eux qui font aussi l'événement, ils apportent des gens, et donc il va y avoir une nouvelle légende qui risque de se créer petit à petit, et Kona peut-être va trouver sa place dans tout ça en gardant son prestige. Bon, tout ceci était très, très émotionnel, et finalement, si j'en crois ce que
voilà, ce que tu nous dis, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Kona va rester, va perdurer, et il y aura toujours cette magie-là. Et on aura juste des expériences en plus et des courses aussi un peu plus de diversité. Dans le meilleur des mondes, j'espère. Moi, je suis le premier à vouloir être émotionnel, je vais pas mentir aux gens non plus. Allez, on s'intéresse. C'était une petite introduction un peu longue, mais voilà, il fallait quand même revenir sur cette actualité qui était importante. On va s'intéresser maintenant à l'aspect sportif. Les élites, les meilleurs du monde, tu le disais, ils ont fait le déplacement jusqu'à Nice parce qu'ils étaient quasiment tous là au départ sur la baie. Ah bah, il en manquait pas beaucoup. Alors évidemment, il manquait le champion du monde en titre quand même, il faudrait le dire, Gustav Iden, mais ces saisons un peu compliquées pour lui, il a eu des problèmes familiaux, etc. Il manque celui qui a fait médaillé de bronze l'année dernière, Blumenfeld, Christian Blumenfeld, qui fait aussi accessoirement quand même champion olympique sur distance olympique à Tokyo. Rien que ça. Après, il manque quand même des par exemple Max Newman, Daniel Bøkkegaard, qui sont des gros prétendants au titre, mais c'est à la marge. C'est-à-dire que sur une édition où tu as 50 dossards, il manque forcément des gens. Mais ce qu'on dit, et Yann Frodeno, qui est triple champion du monde, qui a participé à cette édition, le dit lui-même, arriver en santé le jour de la course et être prêt à faire la course, c'est déjà une étape. Et c'est pas parce qu'il manque des gens que en fait c'est moins bien. C'est juste que dans leur préparation, il y a des choses qui se sont mal passées. Max Newman s'est blessé, Bøkkegaard est tombé malade. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, et pour le coup, il n'y a pas de bien moins bien, il y a juste des gens qui arrivent ou non à arriver en forme le jour J. Et ça, c'est déjà une première bataille. Chez les internationaux, du coup, qui on avait? Tu peux nous donner quelques noms, quelques favoris qui étaient présents? On va donner les mêmes qu'on a donnés sur Instagram, parce qu'on fait des beaux suivis de courses sur Instagram. T'en fais pas la promotion, Guillaume. Abonnez-vous sur important. Instagram, vous loupez plein de choses si vous n'êtes pas abonné sur Instagram. Exactement. Dans la tête d'un coureur. Donc je vais donner les trois que j'ai donnés. Il y avait évidemment Yann Frodeno, 42 ans, c'était sa course pour sa retraite. Ouais. Il revenait pour un 4e titre de champion du monde parce qu'il nous a fait une belle saison. Il a gagné au PTO US Open. Là, il y a quelques mois de ça, devant justement Christian Blumenfeld qui est champion du monde en titre, etc. Il nous a fait vraiment une très très belle performance. Et on s'est dit, là, il a de quoi être très très fort sur cette course. Il y avait Patrick Lange, un autre Allemand, lui double champion du monde. Il est venu ici pour prendre son 3e titre. Il habite aussi en Europe, donc il connaît un petit peu les routes par ici. Et surtout, c'est un très très bon coureur. Et lui, s'il a gagné 2 fois, c'est pas pour rien. 3e, moi j'avais mis Magnus Ditlev, le Danois, le meilleur rouleur du circuit, très simplement. Et il monte en gamme d'année en année. Je crois que l'année dernière, il a fait 8e. Là, on va voir combien il a fait, mais voilà, très très fort. Et puis ça se voit, il a gagné une grosse haute course en Allemagne qui est l'un des mythes, on pourrait dire, un peu comme Kona, un peu comme le Norseman. Donc voilà, ça c'était mes trois préférés, je pourrais dire, à l'international au vu de ceux qui manquaient. Alors ça, c'est pour les athlètes étrangers, mais côté tricolore, on avait une énorme délégation française avec des athlètes particulièrement affûtés au départ. Mais je pense que, alors pour les coureurs, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte et peut-être qu'avec ce podcast, les gens vont s'y intéresser, mais c'est peut-être c'est le meilleur moment pour s'intéresser au triathlon en France parce que notre start list de Français est énorme. On est trop fort en ce moment. On n'a jamais eu une telle densité en fait. Là, c'est de la folie, quoi. Sur courte distance, sur les formats olympiques, on est trop fort. Sur format Ironman, on est trop fort. Donc là, sur le format Ironman qui nous intéresse, on avait Clément Mignon, qui a fait sensation à Nice il y a quelques mois, qui a décroché le titre. Et puis qui est champion du monde longue distance ITU, mine de rien. Qui connaît très bien le parcours à vélo, qui adore la chaleur. Ouais, je pense qu'il l'a fait une petite centaine de fois le parcours, donc il connaît chaque virage. Ça, c'est le premier. Le deuxième, Léon Chevalier. Léon Chevalier, ton chouchou. Faut le dire, c'est mon petit chouchou. Voilà, j'aime beaucoup Clément, j'aime beaucoup les autres, mais j'ai une toute petite préférence. C'est peut-être son style, c'est ses lunettes, je sais pas, il y a quelque chose. Mais en tout cas, énorme constance. Petit problème cette année, il a eu quelques petits soucis de santé sur quelques courses, qui fait qu'il a eu une année un peu en oscillation, on pourrait dire. Ouais, voilà. Mais en tout cas, il a fait des très très grosses performances et surtout, sur tous les championnats du monde précédents, très très stable. Et puis si on devait en citer, allez, on va dire 2 autres, évidemment. Sam Laidlow, on peut pas passer à côté. On va en parler. Du petit Sam. Sam Laidlow, voilà, vice-champion du monde en titre. Il a fait une saison très forte sur le début. Il n'a pas réussi à mener sa barque sur la suite. Donc là, il est arrivé sur cette édition, on va dire, au plus bas. Il n'a pas fini beaucoup de courses cette année. Il a eu beaucoup de did not finish, DNF. C'est un talent brut, Sam. On le sait, c'est un talent brut. Il est capable de faire des choses majestueuses, incroyables. Mais il est aussi capable d'avoir des défaillances. Et on ne sait jamais vraiment si ça va être du lard ou du cochon avec lui. L'année dernière, il nous a montré que c'était le meilleur pour être le meilleur sur le jour où il y a besoin d'être le meilleur. C'est aussi simple que ça. Et puis, un petit dernier... Arthur
Arthur Orso, allez partons. J'allais dire Arnaud Guillou parce que je l'aime bien, ouais. mais Arthur Orso parce qu'il fait une saison de fou. Il a gagné à Lanzarote, il a gagné à Embrun là il y a, il me semble, un mois ou même limite moins. Donc voilà, à la limite peut-être une année un peu dense. Il était à Nice d'ailleurs, il a un peu contre-perfait, je l'attendais moi beaucoup plus fort. Mais en tout cas, hormis cette légère contre-performance qui peut s'expliquer aussi parce qu'il était malade, une année, là c'est son éclosion. C'est son éclosion. Voilà. Il y en avait plein d'autres, on ne peut pas tous les citer, mais c'est vrai que voilà, là il y avait quand même beaucoup d'athlètes tricolores. Donc on l'a dit, quasiment tous les meilleurs athlètes internationaux français ont répondu présent. Le départ a été donné à 6h50 dans des conditions météo plutôt agréables. Je crois qu'il y avait une eau à 24 degrés, une mer très très calme, très peu agitée. Pas de combinaison néo-frêne et ça a profité à qui ? Ça a profité aux meilleurs nageurs du circuit. D'ailleurs, je crois qu'on a eu une natation complètement dingue. Il y a beaucoup de triathlètes qui ont battu leur record. Ça a été de la folie, le volet, le segment natation. J'ai beaucoup aimé la natation parce qu'on va dire sur les 800 premiers mètres, c'est resté en un seul paquet. Il faut savoir que d'habitude, il y a toujours des échappées. Le drafting, donc le fait de profiter de l'aspiration des concurrents, n'est pas autorisé à vélo, mais il est possible en natation et les gens en profitent allègrement. Ce qui veut dire que quand on est dans les pieds d'un nageur ou quand on est dans sa hanche, on nage beaucoup plus vite ou alors pour la même vitesse, on dépense énormément moins d'énergie. Donc en général, on essaie de mettre des accélérations, on essaie de faire des cassures pour justement essayer de faire en sorte que les moins bons nageurs puissent pas profiter de l'aspiration des meilleurs. Donc en général, quand il n'y a pas de combinaison, ça profite aux meilleurs et justement ils se dérangent pas pour mettre une grosse accélération au début. Ça part comme un cadet sur une course sur un 10 km de quartier, ça part à fond. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Le groupe est resté assez compact, mais à peu près voilà, à partir du premier Ça quart, a un pété. peu moins. Il y a eu une sorte de je sais pas si c'est pas Braden Curry, l'Australien qui menait la course jusqu'à un moment. Il a dû pas trop repérer la bouée. Il est passé un peu sur la droite. Sam Laidlow passe sur la gauche. Il crée un trou et là il imprègne un rythme de malade. Et là, il a fait exploser tout le monde. Du très grand Sam Laidlow sur la natation, il était impressionnant. Mais dans le groupe de tête, on avait d'autres Français. Clément Mignon s'était bien positionné. Denis Chevreau également, je crois qu'il sort dans le premier paquet. Et là... Ils sont une douzaine à sortir à ce moment-là de l'eau. Les autres, ils sont à un peu plus d'une minute 30, ce qui est beaucoup sur un Ironman, il faut s'en compte, même si ça dure 8 heures, on se dit 1 minute 30, c'est pas grand-chose. Mais il y a une dynamique de course qui se crée et ça peut faire toute une différence. Donc oui, tu l'as dit, Sam Laidlow qui a justement fait dynamiter ce groupe et qui l'a tiré jusqu'à la fin. Il y avait Denis Chevreau qui était dans le paquet, qui a vraiment fait son boulot. Lui, il est aussi connu pour faire partie des premiers en natation, donc pas de surprise là-dessus. Par contre, Clément Mignon, je l'ai vu, on était sur les bateaux. C'était magnifique ce qu'il nous a fait. Ouais. Je crois qu'il a battu son record, lui. Ouais, il était à l'arrière du groupe. C'était le dernier nageur du groupe. Il s'est abattu, ouais. Plusieurs fois, il a lâché les pieds. Le fait de lâcher les pieds, il faut imaginer, c'est comme, on va dire, sur un 1500 mètres en course. À partir du moment où on lâche la personne devant et que l'écart se creuse, mentalement, c'est terminé. Là, il faut imaginer que c'est x10. Plusieurs fois, il est revenu. Il a vraiment fait une course magnifique, une natation magnifique, je veux dire. Et il est sorti dans ce premier groupe. Alors, donc tu me dis un peu plus d'une dizaine d'athlètes qui sortent de l'eau, voilà, au coude à coude. Ensuite, c'est le segment vélo. Alors là, on a annoncé beaucoup de spectacles, notamment en raison de la difficulté du parcours. Là, c'est pas Kona, là, c'est pas la position aéro et puis rouler jeunesse. Là, c'est 2400 mètres de dénivelé positif. Un final avec 40 km de descente, mais pas n'importe quelle descente. C'était extrêmement technique. Ça pouvait complètement rabattre les cartes. Et ces conditions-là, en tout cas, nous, les Français, on avait quand même de grands espoirs de voir des athlètes tricolores qui connaissent bien le parcours, contrairement aux Allemands ou aux Américains, et qui, en tout cas logiquement, devaient tirer leur épingle du jeu. Est-ce que ça a été le cas, Tristan ? Est-ce que la France a dominé ce segment vélo ? Si on regarde la première partie, jusqu'à peu près au 75e, là on a eu un spectacle. Comme je vous le dis, c'est le moment de regarder le triathlon longue distance si vous êtes français. On a Clément Mignon et Sam Laidlow qui nous ont fait un duo. La French Touch. Exactement. Ils ont creusé l'écart, ils ont pris plus de 2 minutes 30 d'avance, quelque chose comme ça. Et vraiment, le duo de folie derrière, ça a essayé de se relayer. Tout de suite, quasiment, ils ont pris les choses en main. On s'en avait même pas rendu compte. On regardait le live, on s'est dit, il y a tout le paquet. Et puis, il y avait Yann Frodeno, etc. Et puis, d'un moment à un autre, non, ils ont 2 minutes d'avance et puis les autres sont dans les choux. Donc très surpris sur cette première partie. Je pense que ça nous a bien tenu en haleine les premières heures. Ensuite, Sam Laidlow, lui, a creusé l'écart. En fait, il a fait la même stratégie que l'année dernière. Il aime bien faire ça, il fait péter un peu le vélo à la deuxième partie de course. Exactement. Il est très fort en natation, c'est sûrement il fait partie des 3 meilleurs nageurs du circuit actuellement. Il fait la natation en tête.
Ensuite, à vélo, il appuie. Et l'année dernière, comme à Kona, donc comme cette année, à partir du 90e kilomètre, il dit bon allez, c'est ciao, j'appuie un petit peu et il accélère et ça a laissé un peu Clément sur le carreau. Mais derrière, c'était pas en reste puisque tu prends l'exemple de Magnus Ditlev qui devait être dans les 20e à peu près à la sortie de l'eau, qui a remonté à la 3e position au bout de 90 km. Donc fallait le savoir. Ça me fait rire parce que j'ai reçu des petits messages en mode ouais, Magnus Ditlev il fait 81 kg, c'est pas un profil pour Nice, il va pas réussir à tirer son épingle du jeu. Je pense qu'il a mis tout le monde d'accord que les petits minces à 65 kg, lui il en fait 80, mais il met tellement de watts qu'en fait ça lui fait pas peur. Et puis il y a aussi cette notion aérodynamique qui joue énormément parce qu'il y a du dénivelé mais il y a aussi énormément de plats et Magnus Ditlev est une bête d'aérodynamique. D'ailleurs j'en profite parce que c'est un point très important, on se demande toujours est-ce qu'il vaut mieux prendre le vélo de route, est-ce qu'il vaut mieux prendre le vélo de contre-la-montre. Là cette année c'est unanime. Personne n'a pris son vélo de route. Les gens se rattachaient à l'exemple de Gustav Iden au championnat du monde de 70.3 en 2019 qui a aussi eu lieu à Nice puisque lui historiquement bouge dans le monde. C'était le seul, mais il faut savoir que c'est un athlète de courte distance, il avait eu un problème avec son vélo de contre-la-montre. Même lui, je l'ai entendu en interview tout à l'heure, qui disait si c'était à refaire, jamais je prendrais mon vélo de route ici. Donc voilà. Là, le débat est clos. Voilà, le débat est clos. Il y a Canyon, par exemple, qui a passé le dernier mois sur le parcours à faire des essais aérodynamiques, à voir en fonction des vélos, si on met un cadre route, un cadre contre-la-montre. Enfin bref, tout le monde contre la montre. Il n'y a pas de débat. Et là, on voit Léon, justement, qui revient. On voit des athlètes qui arrivent à faire la différence et qui rattrapent finalement leur retard sur le segment natation. Exactement. Tu regardes Léon Chevalier qui sort 31e de l'eau, c'est bien ça, et qui rentre dans le top 10 au bout de 90 km. Ça fait vraiment toute la différence. Mais le vélo était vraiment plein de surprises parce que tu regardes, à partir du top 10, normalement, ça reste quand même assez compact. Là, il y avait des écarts de 15 minutes jusqu'au 15e. Donc ça, c'est énorme. C'est quelque chose qui est très, très rare. Et c'est justement, je pense, l'un des aspects positifs qu'apporte cette nouvelle course. C'est que les gens ne la connaissent pas. D'habitude, tu as des gens qui ont fait 5, 6, 7, 8 éditions de Kona, ils connaissent par cœur. Là, c'est une nouvelle course. Et ça a tenu ses promesses. Et là, on a donc des athlètes qui sortent de leur zone de confort. Et on a un Sam Laidlow, fidèle à lui-même, qui pose le vélo avec quasiment 5 minutes Même plus d'avance. Que 5 minutes d'avance. Plus que 5 minutes sur le deuxième, d'avance. c'est-à-dire que sur le 3e, 4e, 5e, tu peux rajouter 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes. C'était vraiment incroyable. Et là, il s'élance sur le marathon. Alors, on dit souvent que le marathon, tout peut se jouer, tout peut rebasculer. Le marathon, c'est stratégique sur un Ironman. Toi, tu es d'accord avec ça ? Tu prends 10 km. C'est dur dans les 3 premiers kilomètres, dans les 3 derniers kilomètres. Effectivement. Sur un Ironman, c'est dur dans la dernière épreuve qui est le marathon. En général, si c'est dur pour toi à vélo, c'est mauvais signe. C'est comme si c'est dur au 4e sur un 10 km. Ça sent un peu mauvais pour toi. Donc ouais, tout se joue sur la course à pied. Et puis surtout, dans des conditions comme ici à Nice, où il a fait largement plus de 30 degrés sur la journée, à vélo, tu as de la vitesse. Tu fais un vélo à 35, 37, 38 km/h ici de moyenne pour un professionnel. Avec la convection de l'air, t'as pas trop chaud. Là, sur la promenade, t'as rien pour te couvrir quasiment, un petit peu. Mais il faut le décrire, le parcours. C'est plein cagnard, exact. Sur le bitume, zéro ombre. Là, on n'a aucune partie avec de l'ombre. On avait une température à 29 degrés, quasiment pas de vent, à l'ombre. Là, les conditions, c'était chaud, quoi. Le soleil tape fort. Là, je pense que j'ai un petit. Même nous, on a franchement un petit coup de soleil sur le crâne. T'es bien tout rouge là. T'es ma petite crevette là en ce moment. Mais non, les conditions, c'était hardcore. D'ailleurs, ça n'a pas couru à 3,25 au kilo. D'habitude, c'est ça. Le marathon, ça se joue en 2,30, 2,35 aujourd'hui. C'était pas le standard il y a 10 ans, mais aujourd'hui c'est le standard. Là, on a vu des allures beaucoup plus lentes, aux alentours de 4 minutes au kilomètre. Ouais. Donc là, le doute est permis. Parce que oui, on a un Sam Laidlow qui est très fort sur la natation, mais ça on le sait, qui est un rouleur exceptionnel, ça on le sait, mais on sait aussi qu'il peut marcher sur marathon, il peut péter comme un popcorn. Et là, tout le monde se demandait est-ce que ça va tenir ou pas, d'autant plus qu'il est parti quand même assez vite sur son premier kill. Et là, on s'est dit c'est qui tout double. Le problème de Sam, c'est qu'on l'adore autant qu'on le déteste, quoi. Si tu fais une statistique, je pense que cette année, il doit être à 50%, 60% de courses non finies, à cause de crampes, maladies, etc. Donc c'est difficile d'y croire,
Parce que justement, il a ce personnage. L'année dernière, même chose, tu fais la statistique, ça va pas trop être en sa faveur. Il a souvent des crampes, il a souvent des problèmes gastriques. Donc c'est toujours difficile d'y croire. T'as toujours envie parce que t'es français, le mec est trop fort. Tu te dis, ben oui, mais il m'a aussi tellement déçu. Il m'a déçu tellement de fois. J'ai pas envie d'être trop triste, quoi. Donc ouais, tu te préserves émotionnellement. Mais c'est un athlète, il faut le dire, qui n'hésite pas à prendre des risques, qui n'hésite pas à se mettre en danger, qui court à l'intuition. S'il a les jambes, il regarde pas sa montre cardio, il fonce. Et c'est vrai que c'est des tempéraments qu'on perd un peu, c'est ce genre d'athlète. J'ai eu la chance de l'interviewer l'année dernière et c'est ce qu'il disait. Il disait, moi, faire des courses stratégiques où tu restes avec le groupe, etc., ça m'intéresse pas, quoi. En plus de pas correspondre à mon profil parce que j'ai peut-être un petit point faible course à pied, mais quand je dis point faible, c'est parce que le reste est tellement fort que voilà, c'est pas ma façon de courir. Et puis même, quand bien même je gagnerais forcément à faire peut-être autrement, j'ai pas envie de gagner comme ça. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est la stratégie qu'il a adoptée, mais il faut accepter la statistique qui va avec. Effectivement. Ensuite, derrière, on a l'Américain Rudy qui revient fort quand même, qui s'est refait un peu la cerise lui aussi sur la partie vélo. Le Danois, bon ça on l'attendait, il a répondu présent et voilà, lui c'était vraiment sans surprise. On a aussi un Clément Mignon et un Léon qui arrivent, je crois, en 5e et 6e position. Donc là, on se dit quand même que tout peut encore se jouer et on a quand même 3 Français dans le top 10 et là on commence à avoir des petits papillons dans les yeux. 3 Français dans le top 6. Oui, dans le top 6. Ce qui est même encore mieux. On n'en a pas parlé de Rudy Van Berg parce que justement... le plus français des Américains. C'est intéressant. Il a vécu ici pendant très longtemps. Il connaît le parcours par cœur. Il a gagné, alors pas sur l'édition précédente parce que c'est Clément Mignon qui a gagné, on y était, mais sur l'édition d'avant. Voilà, donc il connaît bien la course. Ça s'est vu sur le vélo et ils ont fait un duo avec Magnus Ditlev. Donc quand tu roules avec le meilleur rouleur du circuit, tu sais que tu as un avantage technique et stratégique à connaître le parcours. Donc c'était assez beau à voir. Ils posent le vélo en 2/3, ils posent le vélo ensemble. Et comme tu l'as dit, Clément Mignon et Léon Chevalier derrière qui ont posé ensemble. Donc là, on a un Sam Laidlaw qui part très très fort sur les premiers kills. Et là, on se dit, est-ce que ça va tenir ou est-ce que ça va pas tenir? Il passe le semi-marathon toujours en tête et surtout, il maintient son écart. Il ralentit pas. Derrière, ça pousse, mais pas sur la 2e et 3e place. Qu'est-ce que ça donne à la fin? On va annoncer un peu le vainqueur. Bon, allez, fin du suspense. Donc à la mi-course, il ralentit pas. Au 30e kilomètre, il ralentit pas. Tu vois que Magnus Ditlev, il reste à 5 minutes 30 derrière. Et au final, Sam Laidlaw, historique et sacré, champion du monde Ironman. Le premier Français, déjà l'année dernière, c'était le premier Français à monter sur le podium. Et cette année, dans son pays, il devient champion du monde. Il faut se rendre compte, c'est la première fois dans l'histoire de l'Ironman, du triathlon longue distance, qu'un Français décroche le titre de champion du monde. C'est donc une victoire historique. Exactement. Tu vois, comme quoi, quand on disait il est capable du meilleur comme du pire. On n'a pas menti, c'est pas méchant, hein, c'est une réalité. Il faut aussi, voilà. Je suis impressionné par le fait qu'il soit toujours autant capable de sortir sa meilleure performance sur le meilleur jour où il doit sortir sa meilleure performance. Ouais, tu te rends compte que les courses de l'année, potentiellement, on s'en moque un petit peu. Alors voilà, ces sponsors, non, ils font un peu la tête. Mais le jour où le mec doit être trop fort, il est trop fort. Donc là, pour le coup, tu peux pas lui retirer ça, quoi. Et puis des émotions. Il était en larmes. Et il nous l'a dit. Il nous en parlera même peut-être tout à l'heure. J'ai attendu ça toute ma vie. C'est ce qui m'anime. Je me suis entraîné. J'y ai toujours cru. Je voulais être champion du monde. Et aujourd'hui, je réalise un rêve. Il était en larmes. C'était, moi, ça m'a énormément touché. Rien que là d'en parler, j'ai les frissons qui montent. C'était un moment de sport incroyable. Je vais pas dire verser ma petite larme, mais en tout cas, j'en tremblais. C'est vrai que c'était assez prenant. Je pense que les gens pourront voir la vidéo. Moi, ça m'a touché. Ah, c'était magnifique. Peut-être aussi parce que j'ai discuté avec lui en privé et il faut se rendre compte que c'est une histoire de famille qu'ils ont depuis toujours. Son père est un grand nageur, il a traversé la Manche plusieurs fois. C'est un ancien, il me semble, nageur de l'équipe nationale britannique. Donc très très fort en natation et il les a amenés au sport progressivement. Sam Laidlaw, c'est un mec à 10 ans, il roulait 180 bornes. et devant son père, les copains, etc. Donc c'est un sacré phénomène. Et tu vois, c'est un point où ça l'obsédait. Alors, je pense pas trahir un secret, je crois qu'il l'a déjà dit, mais il a une bague avec dessus les coordonnées GPS de la finish line d'Hawaï et qui porte depuis extrêmement longtemps. Donc, là, il va falloir changer la GPS, ça sera Nice. C'est-à-dire que être champion du monde Ironman, c'est quelque chose qui l'obnubile. Il a dit depuis 20 ans, il a 24 ans et c'est pas n'importe quoi. Il a commencé le triathlon hyper tôt, donc c'est extrêmement. Même s'il était entre la surprise et la joie, tu sais, il s'est dit c'est comme si il y croyait pas.
C'était un rêve. C'était vraiment, il vivait un rêve éveillé, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est ça. Faut voir un peu après ce qui va se passer pour lui parce que je pense qu'il ne se projetait même pas après, quoi. On en parlera justement après de comment est-ce que tu le vois. Est-ce que voilà, ça on va en parler après. On va parler quand même des autres athlètes parce que sur le marathon, on a quand même vu, si on s'intéresse aussi la deuxième partie du peloton, on a vu des comebacks fracassants avec des athlètes qui ont été, qui m'ont surpris, qui ont accéléré. Enfin, on a eu un spectacle au-delà de notre victoire française. Je crois qu'il y a quelques athlètes qui t'ont impressionné, toi, sur la partie marathon. Magnus Ditlev, performant, comme à son habitude. Il a fait le même marathon que Sam Laidlaw, donc avec 5 minutes et demie de retard. En fait, c'est pas de sa faute s'il n'a pas fait premier, hein. Il a fait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'on peut noter une performance en particulier, la performance de Patrick Leng. Je pensais à lui. L'Allemand. C'était une machine. Double champion du monde Ironman déjà, pas en titre du coup, mais à Kona. C'est connu pour être le meilleur coureur du circuit. Vraiment, quand je te dis meilleur, c'est très très largement. La machine. Et ce que j'ai dit avant sur Instagram, je l'ai dit, s'il pose le vélo avec le groupe de tête, c'est sûr à 100% qu'il gagne. Là, il pose le vélo avec un peu plus de 12 minutes de retard sur Sam Laidlaw. On n'aurait pas eu la même course. 7-8 minutes de retard sur Magnus Ditlev. Moi, je me dis, 12 minutes, ça a beau être un bon coureur, il peut pas. Non. Surtout ça craque pas devant. Et le petit Allemand, il fait deuxième, il a remonté tout le monde, il dépasse Magnus Ditlev et Rudy Vangberg dans le dernier 10 km. C'était incroyable. Je pense que c'est l'une des meilleures performances sur marathon, sur Ironman, jamais enregistrées. De tous les temps. Mais je suis d'accord avec toi. Et puis c'est pour ça aussi qu'on aime l'Ironman, c'est que tout se joue jusque dans les dernières minutes. C'est une course qui dure plus de 8 heures. Et pourtant, sur les dernières 20-15 minutes, tu peux tout perdre ou tout gagner. Et voilà, c'est complètement incroyable, quoi. Ça va faire rire les gens qui me suivent, mais c'est ce que je dis souvent, c'est le triathlon, c'est comme quand tu vas au resto. Ce que tu veux, c'est finir avec un bon dessert. Ouais. Si tu manges un super plat, etc., mais que le dessert est tout pourri, t'es un peu déçu de ton resto, avoue. Et le triathlon, c'est la même chose. Quand tu finis avec une course à pied excellente, t'as qu'une envie, c'est mettre 5 sur 5 au resto sur Google Notes et puis revenir. Si on regarde un peu du côté du top 10, combien de Français, du coup, dans ce classement Sur les 10 premiers, il y a 4 Français. Incroyable. C'est mieux que l'année dernière, il me semble qu'on était 3 Français l'année dernière. Sam Laidlaw en 1, Léon Chevalier en 5, qui a réussi à remonter. Vraiment, Léon Chevalier, pour moi, c'est chaque année une étape. Le mec déçoit jamais, quoi. C'est le plus pro, je trouve, du circuit. C'est le plus... c'est pas pour les comparer les uns avec les autres, mais c'est un athlète qui met vraiment tout en œuvre pour devenir champion du monde. Ouais. Et ensuite, 3e Français, 6e place, Arthur Orso. On n'en a pas parlé, mais lui aussi fait une sacrée course. Il remonte énormément à vélo, il remonte énormément en course à pied. Il arrive en 2e transition avec 16 minutes de retard à la 16e position. Très compliqué de pouvoir mettre une pièce sur lui, et pourtant il finit dans le top 10, donc très très bien joué à lui. Et pour finir, Clément Mignon, qui lui nous a vendu du rêve sur le vélo. Il faudra voir un peu ce qui s'est passé de son côté, parce qu'il a levé le pied à mi-course sur le vélo, mais en tout cas il est allé jusqu'au bout de son marathon. Je le voyais se faire rattraper un tout petit peu, mais en fait il a réussi à restabiliser, à maintenir sa 10e place. Donc franchement, très belle performance. Il a tenté le coup de poker, on va dire, sur le vélo. C'est comme ça qu'on pourrait l'analyser. On le laissera nous dire un peu ce qui s'est passé, mais voilà, il a tenté le coup de poker, ça n'a pas fonctionné, mais il stabilise une très très belle 10e place. En tout cas, voilà, il fait son top 10. C'est un athlète qui est en constante progression, et je pense qu'il y aura encore plein de choses à dire. Il faut se rendre compte que sur les 3 derniers championnats du monde, comme Léon Chevalier, ils sont à chaque fois dans le top 10. Donc en fait, une dynamique différente, un jour différent, une sensation différente. En fait, entre 3e et 10e, ça tient vraiment pas grand-chose. Donc, ce qu'il faut, c'est la constance. Être là année après année, construire progressivement sa carrière. C'est des athlètes relativement jeunes quand même. Donc, leur reviendra, j'en suis sûr. Tristan, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on accueille Sam Laidlaw. On va lui poser nos questions pour savoir un peu comment lui, est-ce qu'il a vécu cette expérience, quelle est la suite de son projet. On se retrouve avec Sam juste après le jingle. À tout de suite. Et nous avons le plaisir de recevoir Sam Laidlaw, premier Français champion du monde d'Ironman et en plus jeune champion du monde. Sam, qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde ? C'est aussi ma première victoire sur Ironman, donc c'est assez cool. Ouais. Tu cumules. Non, c'est marrant parce que c'est une phrase qu'on disait chez moi avec mes parents quand j'étais jeune. On disait
toi tu vas être le plus jeune champion du monde, et je le disais aussi, tu vois, et j'y croyais de moins en moins en fait, tu vois, parce que je crois que le record c'était 25, et en gros si je gagnais pas cette année c'était foutu, mais ouais, j'avais pas les mots quoi sur la ligne d'arrivée, j'avais plein d'interviews et on me demandait ce que je ressentais, mais j'avais pas les mots. Tu as fait une arrivée extrêmement émouvante. Je t'avoue que tu m'as mis un petit peu la larme à l'œil. Tu nous as dit, finalement, je suis né pour ça. Je m'entraînais, je pensais, pour être champion du monde, je m'entraînais pour ça. C'était le but de ma vie. C'était sincère, vraiment, c'est quelque chose qui... Tu te levais chaque matin pour devenir champion du monde? Ouais, carrément, et c'est surtout que j'ai eu cette chance en fait de savoir très jeune ce que je voulais et ce qui me faisait me lever le matin justement. Et ouais, j'ai deux objectifs en fait dans ma vie, au niveau sportif en tout cas, c'était d'être champion du monde et ensuite d'être plus gros que le sport lui-même. Parce que mon but c'est pas forcément de gagner plein de fois, tu vois, c'est pas ça que je recherche. J'ai plus envie d'inspirer des jeunes à faire ce qu'ils aiment, tu vois, peu importe. En fait, il y a trop cette culture de quand t'es petit, tu peux tu peux dire tes rêves et ça passe quoi. Et puis quand t'arrives Ouais, c'est vrai. quand t'arrives dans la vraie société, on te dit non mais ça va, tu vas pas être astronaute, deviens avocat ou ci ou ça, et on te met dans une boîte en fait. Et en fait, moi j'ai failli tirer vers une boîte en fait. Ça restait dans le triathlon, mais je suis passé en fait en section sportive, puis en Pôle France, puis j'ai eu des sélections en équipe de France, et en fait je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'aimais quoi. Et en plus je faisais STAPS, et en fait j'étais l'étudiant normal, sportif, haut niveau, très bien, mais je suis arrivé à un moment donné où je m'y plaisais pas du tout quand j'avais 18 ans, et en fait là je suis parti, j'ai tout quitté. Et à l'époque j'étais le premier, je crois, à partir du Pôle France. En fait c'était très mal vu en fait, parce que je crois qu'on était que 2 par an à être sélectionnés de toute la France, et j'étais dedans, et c'était vu comme le Graal, quoi, en tout cas en triathlon quand tu es jeune. Et en fait, du coup, cette année-là a été très très difficile, et c'est là où j'étais, je pense, le plus proche de tout quitter en fait, de me dire bon, mon rêve il est pas réalisable, et en fait, je cherchais le prochain endroit où aller, parce que je suis parti de chez moi quand j'avais 13 ans, et pour aller justement à ce sport-études à Formeux d'abord. Et en fait, je pensais que c'est bon, j'allais tracer ma route, et plus jamais je pensais que j'allais rentrer chez mes parents en fait. Et en attendant de chercher le prochain endroit où aller, je suis allé chez mes parents, et en fait sans le savoir, en fait je me suis entouré des seuls de gens qui croyaient en ce projet, tu vois. Et petit à petit ils m'ont redonné espoir en fait. Je m'en souviens très bien d'une conversation que j'avais avec ma mère en voiture, où je disais en fait j'étais malheureux, et j'avais une conversation où je dis je sais pas si ça vaut le coup, tu vois. J'ai dit je sais pas si c'est juste, je trouve ce style de vie trop égoïste et en fait quand j'étais malheureux justement, et que j'essayais d'être triathlète pro encore, j'étais horrible envers mon frère et envers mes parents, et tout le monde en fait, et j'étais juste pas une bonne personne, et elle m'a fait comprendre que c'était pas obligé quoi d'être comme ça, et au contraire en fait, plus t'es une bonne personne, généralement plus t'es un bon athlète. Et c'est pour ça qu'il y a une si bonne entente en fait entre tous ceux qui ont passé la ligne d'arrivée, c'est qu'on a des bonnes valeurs, je pense, les sportifs. Sam, tu nous as offert une course exceptionnelle. On a eu des frissons de bout en bout. C'est vrai que tu es un garçon, je le disais en première partie d'émission, qui n'a pas peur de prendre des risques. Tu es quelqu'un qui sait sortir du cadre. Voilà, ça peut donner des choses merveilleuses, mais ça peut finir aussi avec, je ne vais pas dire en popcorn, mais ça peut finir avec un petit peu de moins de succès. Est-ce que ma perception elle est bonne? Est-ce que tu es quelqu'un qui n'a pas peur en fait de te mettre en danger? Ouais, carrément. J'ai pas peur d'échouer en fait, et je trouve que c'est une mauvaise vision que certains athlètes ont. Et même moi je l'ai eu. Il y avait une période où je pensais c'est bon, je vais arriver à un certain niveau et après je vais gagner toutes les courses en fait. Mais la réalité, Efrodeno, il a eu il a vécu sa carrière pas mal comme ça en fin de carrière, quand il s'est mis en longue distance. Mais pour moi c'est pas ça qu'il faut montrer, parce que du coup tu montres pas le vrai côté. En fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait pas sur une course s'il était pas assez bon pour gagner, tu vois. Et, la victoire ou rien. Mais en fait, on arrive à un certain niveau. Enfin, quand tu arrives à un certain niveau, surtout sur un championnat du monde, on est tous entraînés, on est tous talentueux, tu vois. Tout le monde fait quasi les mêmes choses, tout le monde s'entraîne, j'en sais rien, 30 heures semaine. On essaye tous d'augmenter notre capacité aérobique à peu près, tu vois. C'est à peu près tout ce qu'on fait. Et donc, ça revient à d'autres facteurs en fait. Et j'ai réussi l'an dernier à Hawaï à vraiment courir sur les émotions, et
juste kiffer ma course en fait, tu vois, vraiment. Moi, ce que j'aime, c'est faire des sorties longues à vélo et souffrir. Ou non, faire souffrir les autres. Et c'est quelque chose dont je me suis rappelé beaucoup aujourd'hui sur la partie vélo. C'est à chaque fois que j'appuyais, je me dis putain, l'écart il augmente. Donc, il y a ce quote de Kinley qui dit If it's hurting me, it's killing them. Et j'y ai pensé, ouais. Justement, tu parles de la course de Kona. C'est quasiment le même scénario. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire 2, tu fais premier. Est-ce que toi, dans ta tête, tu as vécu la même course en natation, en vélo, en course à pied? Ouais, au final, en fait, le début du nat, à Kona, j'étais parti direct en nat. Là, j'ai attendu un peu parce que ça se bousculait trop et les mecs partent trop vite, après ils explosent et tout. Du coup, j'ai fait 400 mètres un peu chill dans les pieds. Et au moment où ça a vraiment ralenti, là, j'ai accéléré parce que il y a 2 personnes que je voulais pas avec nous en fait. Et c'était Patrick et Magnus. Magnus parce que il roule très très fort et Patrick parce que c'est un 2,30 assuré quoi à pied. Du coup, c'était très bien parti. Même si sur le coup, je croyais que c'était un gros pack et je me dis bon bah il y aura Magnus, il y a Patrick et après en vélo en fait, j'ai pas cherché forcément à partir direct. Moi je montais le premier col là, il y a un radar et je montais à 450 watts et puis il y a Clément qui me double comme si j'étais à l'arrêt et je me suis dit bon bah je vais essayer de suivre, je vais brûler une allumette mais peut-être que ça vaudra le coup. Je sais que lui il connaît très bien le parcours en habitant ici et ouais ça a payé puis. Donc tu avais vraiment la stratégie, c'était quasiment de sortir premier de l'eau, c'était de faire mal à ceux que tu redoutais sur le vélo. Donc finalement, c'était ton plan dès le départ. Ouais, en fait, la natation, c'est un peu dur avec moi parce que je suis meilleur que les autres, mais j'ai pas un niveau assez bon pour me détacher. Tu vois, en natation, t'es quand même très avantagé quand t'es en ligne, surtout quand c'est une grande ligne droite comme ça en départ. Et on le voit souvent à Hawaï l'an dernier. C'est le mec qui est 10e en fil, il nage beaucoup moins bien que celui qui est premier, mais il est dans le même pack. Donc, je pense que cet hiver, j'aimerais vraiment progresser en natation pour être assez bon, pour être seul, quoi. Et je pense que j'ai de la marge là et ça voudrait dire aussi qu'en début de vélo, je peux partir direct à mon rythme, quoi. Si tu progresses encore en natation, ça va donner quoi Ouais, c'est ça. Après, on va plus avoir cette vitesse pour pouvoir te filmer. Donc ça, c'est l'un de tes leviers de progression. Est-ce que tu as activé d'autres leviers là pendant cette année qui ont peut-être permis de faire la différence? Je pense qu'un des gros facteurs, c'était mon partenaire d'entraînement. Avant, je n'en avais pas, ou alors par période, quoi, si j'allais en stage. En fait, avec Arthur, on a... Arthur Orso qui fait 6e. Ouais, qui fait 6e, malgré une très mauvaise natation pour sa part. Mais donc, ouais, super, super content. Mais en fait, on a kiffé s'entraîner, en fait, et c'est ce qui a fait notre force. On s'est tous les deux tirés vers le haut. C'est un meilleur coureur, je suis un meilleur cycliste et nageur. Et en fait, il y a plein de petits facteurs. En fait, moi, je suis quelqu'un de très négatif à l'entraînement. Lui, il est très positif. On a exactement les mêmes pulses. Donc, quand on s'entraîne au pulse, c'est parfait. Mais ouais, c'est très dur de trouver un bon partenaire d'entraînement, surtout quand t'es un peu macho comme moi. Ouais, puis ça lui réussit pas mal aussi. Est-ce que tu vois d'autres choses qui ont pu t'aider? Je peux pas te dire parce que cette saison, elle a été en dents de scie, quoi, et même pas top. J'ai foiré les 2 Ironman, mais que j'ai commencé, mais presque ça a été une bonne chose pour aujourd'hui en fait, parce que à Lanzarote c'était un parcours similaire qu'ici à vélo, et je voulais y aller vraiment pour pousser les limites de voir où est-ce que ça pouvait tenir, parce que t'as deux stratégies en fait ici à vélo. Tu peux perdre beaucoup de temps et rouler très économiquement, c'est-à-dire rouler à, j'en sais rien, si tes watts Ironman c'est 280 watts, tu roules tout à peu près à 280 et tu lisses un maximum. Et dans ce cas-là, tu seras bien. Mais la manière la plus rapide de rouler, c'est de monter à fond. En fait, quand c'est lent, il faut aller très vite. Et quand c'est vite, il faut quasi pas pédaler en fait. Et c'est ça. Du coup, ça c'est beaucoup plus moins économe, quoi. Tu brûles beaucoup de glucides du coup. Et j'ai pris 150 grammes par heure en vélo aujourd'hui, et je sais pas sur le marathon, mais ouais, ça a bien marché. Parce que justement, tu es connu pour une chose dans le monde du triathlon, c'est quand on s'est vu l'année dernière, juste avant Kona. Ouais, je pense que c'est surtout grâce à notre sortie ensemble là. Moi, je pense aussi. Je n'osais pas le dire, mais bon, c'est pas grave. Mais quand on a discuté, tu m'as fait part du fait que tu avais beaucoup de choses encore à améliorer. Tu t'entraînais encore relativement peu par rapport aux autres. Et ce qui est bien, c'est que tu as fait les choses étape par étape. Souvent, on dit qu'on fait les choses trop tôt à l'entraînement, on vole un athlète 2 fois. À la fois plus tard quand il aurait pu utiliser ce levier, et à la fois maintenant parce qu'il n'est pas prêt pour l'utiliser. Ouais, ça je le dois surtout à mon père. Je pense que c'est l'avantage d'être un père justement, c'est que
as une vision plus long terme, quoi, parce que forcément, ça sera toujours mon père. C'est pas comme un coach que tu peux changer forcément. Et ouais, c'est vraiment sa force, c'est qu'il a une vision long terme. Son but, c'était pas que je sois le plus fort mec de 18 ans, quoi. C'était d'être de plus en plus fort. Et d'ailleurs, quand je l'ai retrouvé à la ligne d'arrivée, je l'ai câliné, je lui ai dit c'est bon, putain, on l'a fait. Et il m'a dit ouais, c'est que le début. Et j'ai dit oh non. Je dis mais non. Moi, ce qui est bien, c'est qu'en plus, la partie vélo, quand j'étais à Kona, j'étais devant la télé, j'étais en tant que bénévole, je faisais rien parce que je te regardais faire la course. Pareil aujourd'hui, ça n'a rien changé. Alors justement, pour reparler de cette partie vélo, on a beaucoup parlé du parcours niçois, très éloigné finalement de Kona, sa position aérodynamique, on est très plat, c'est assez gnangnan, assez un peu ennuyeux, certains disent. Là, on nous prédisait 2400 mètres de dénivelé positif, 40 km de descente, très technique. Comment tu l'as trouvé, ce parcours vélo ? Est-ce que tu penses que vraiment ça fait la différence sur un championnat du monde ? Et peut-être ça t'a permis de tirer ton épingle du jeu ? Oui, forcément. Après, en fait, je pense que ce parcours il me convient quand même moins qu'Hawaï. En fait, il y a quelques arguments, mais en gros, Magnus et moi, par exemple, qui avons sûrement le plus de watts, ça nous coûte aussi plus d'énergie à faire le tour. Mais que, par exemple, Patrick qui pèse 60 kg. Vous êtes un peu plus loin. En fait, ce que je disais, c'est que ça me convient pas forcément. Quand on me demandait avant la course, est-ce que ça te convient ? Je disais, ça me convient pas forcément à moi, mais je pense que ça va pas convenir à beaucoup de monde, tu vois. Il y a plein de mecs, déjà les mecs qui viennent des pays comme, j'en sais rien. Moi, je vais pas dire le Danemark, parce que Magnus, du coup, il a fait 3ème, mais enfin, la Suède, ou tous les pays plats, quoi. Moi, j'ai grandi, ok, je suis un peu lourd, mais j'ai grandi au pied des Pyrénées, quoi, et je peux sortir de chez moi et monter pendant 40 bornes si je veux, donc voilà, mais au final, il y a aussi l'argument de le vélo est plus long, du coup tu as plus de temps, si tu es bon rouleur, de faire la différence. Et la descente, au final, elle n'est pas très technique. Il n'y a pas beaucoup de temps où tu peux gagner beaucoup de temps, beaucoup de secondes. Mais c'est juste que la route, elle est pourrie, quoi. Et sur la course à pied aussi, grosse différence, puisqu'on est sur les différences entre la France et Kona, et ça va sûrement être le fil rouge des prochaines questions. Mais la course à pied, 4 boucles de 10 km versus une boucle de 42. Est-ce que pour toi, ça fait une grosse différence, surtout en France ? Du coup, ça a eu son avantage aujourd'hui, parce que du coup, tu revoyais la foule et j'avais l'impression de courir à 35 km, parce qu'à chaque fois, ou en tout cas les 2 premiers tours, je sentais rien, quoi. Quand il y avait la foule, là, c'était incroyable. Et puis la dernière ligne droite, j'en ai eu mal aux oreilles. Mais après, étant donné la position dans laquelle je suis, souvent, c'est que mon point fort, c'est la natte et le vélo. Du coup, je suis à l'avant et j'essaye de limiter la casse pour pas que ça revienne. Je préfère quand même croiser mes adversaires 1 ou 2 fois comme à Hawaï que 8 fois, quoi. Et niveau de l'ambiance, là tu nous as dit que tu as vu une grosse différence entre Hawaï où tu as quand même une grosse partie où il n'y a personne. Et là. Ouais, ça n'a rien à voir, mais là c'était vraiment dingue, quoi. L'encouragement qui me frappait le plus, c'est les gens qui disaient merci. C'est genre merci pour la France, quoi. Ouais, ça te touche, ça ? Ouais, ça me touche parce que. Je sais pas, j'ai pas l'impression de faire un truc. J'ai pas l'impression qu'ils devraient me dire merci, quoi, tu vois. Mais c'est que je leur procure quelque chose et c'est super cool. Après, à Hawaï, ça fait aussi son charme d'être tout seul, tu vois, dans les lava fields. On peut se reconcentrer un petit peu. Tu as fini justement avec le drapeau français. Pour toi, ça a du sens quand même d'inscrire la France sur la liste des pays championnes du monde d'Ironman ? Ouais, bien sûr. Ouais. Je pense que forcément, avec mon nom, les gens se disent il n'est pas français. Mais moi, je dis toujours je suis 50-50. Mais au final, en fait, je veux courir pour la France. Et c'était une vraie question qu'on s'est posée quand j'ai pris ma première licence Ironman. Et en fait, la France, c'est le pays qui m'a amené à là où je suis aujourd'hui, tu vois. Si j'aurais eu la même enfance en Angleterre, je pense pas que j'en serais là. Et eu les mêmes opportunités, tu vois, tout ce qui est sport, études, etc. Il y a des très bons trucs qui se font. Et puis pareil, je pouvais sortir moi et rouler tout seul dans mon petit bled, alors que en Angleterre, il y a trop de caisses, il y a la pluie, ça donne pas envie. C'est vrai que les conditions sont un petit peu plus sympas. On était un peu inquiets, nous, notamment en raison des conditions météo sur le marathon, 28 degrés, 29 degrés.
on savait qu'il y avait des coureurs qui allaient s'en sortir plus que d'autres. Tu parlais de Clément Mignon, on sait que Clément, c'est un coureur c'est un lézard, c'est un petit lézard. Clément, on sait qu'il arrive à bien tirer profit de ça. Toi, comment est-ce que tu as vécu cette chaleur sur le marathon? Il faut préciser pour les auditeurs qui ne connaissent pas le parcours, on le disait tout à l'heure, hein, c'est un parcours sans ombre sur le bitume. Il n'y a pas une goutte d'ombre, il fait très chaud, c'est très étouffant. Toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur? En fait, moi, je pense que je supporte plutôt bien la chaleur, mais si j'ai assez d'eau, en fait, il faut que je bois assez d'eau, parce que j'en perds des tonnes et des tonnes. Donc ça montre que, en fait, je perds pas beaucoup de sel forcément, donc ça montre que je régule bien mon corps, mais c'est une vraie mission, quoi, avoir assez d'eau, et je me force, quoi. Là, on avait 4 personal needs, là, je sais pas comment on appelle ça en français. Ouais. Des sacs à mi-course pour pouvoir récupérer des choses personnelles. Et ça, c'était très dur parce qu'à Hawaï, j'en avais 8. Et sachant qu'en plus, en vélo à Hawaï, on en a 3. Enfin, on te tend en sac, alors qu'ici, on pouvait pas. Enfin, il fallait faire un détour. Et du coup, je savais que l'eau, ça allait être un vrai dilemme pour moi aujourd'hui. Et du coup, justement, j'étais obligé de prendre. J'avais des gourdes, des bouteilles d'1 litre, et j'essayais de les boire. Mais c'est dur, quoi, quand t'es à fond. Parce que, pour la petite anecdote, tu es la seule personne au monde que j'ai vu changer de chaussures au cours d'un fractionné à cause de ta transpiration. Pour dire à quel point tu transpires. Ouais, c'est vrai. Je me souviens de ça. Il y avait du talc d'ailleurs, je crois, dans tes chaussures. J'avais beaucoup de talc, quoi. Ça fumait un peu, on a vu à la T2. Est-ce qu'à part la chaleur, quelle aurait été pour toi la difficulté principale de cette course que tu aurais réussi à gérer? Franchement, c'est le mental. Hein. Franchement, les 15 derniers bords d'un Ironman, peu importe comment t'es, peu importe si t'es premier, si t'es dernier, t'as envie de bâcher, quoi. Et c'est très très dur. Et en fait, il y a une part de moi. L'an dernier, j'avais pas ça parce que. Et je me le suis dit sur la course, je me suis dit, putain, j'avais pas ce même sentiment l'an dernier parce que j'étais premier, tu vois. Et en vrai, à 10 bornes de l'arrivée, pareil, j'étais encore premier. Je pouvais limite marcher et encore finir 10e et j'aurais été content, tu vois. Parce que, non, j'avais fait 8e. En gros, dans ma tête, tant que je faisais mieux que 8e, mais là, vu que j'avais fait 2 l'an dernier, tu vois, je me dis, putain, en vrai, si je fais pas 2 là, je vais être dépité, quoi. Mais non, en fait, ce qui est fou, je trouve, dans ces courses tout le temps, ça me fait tout le temps ça, c'est que même quand de l'extérieur, t'as l'impression que le gars, il a gagné, c'est jamais sûr. Enfin, quand toi, t'es l'athlète, t'es pas du tout sûr, tu vois. Et là, j'avais Patrick à 1 km, tu vois, même plus. Et jusqu'à 200 mètres, enfin, même pas le dernier virage, vraiment, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai gagné. Mais parce qu'il peut tout arriver, il peut t'arriver une crampe, il peut t'arriver ci. Et pareil, les halves que j'ai gagnées cette année, par exemple, j'ai fait Challenge Londres, là, que j'ai gagné. Et de l'extérieur, les gens qui regardent ça sur l'appli ou quoi, ils disent, oh, il est en contrôle, quoi. Mais putain, t'es jamais en contrôle, en fait. T'as douté? Est-ce que t'as cru à un moment donné? On sait que sur les marathons, sur la partie course à pied, voilà, ça peut être un peu plus difficile pour toi. On t'a déjà vu marcher sur des courses. Est-ce que t'as douté? Est-ce que tu t'es dit, ça va pas le faire? Ou t'as toujours su du début à la fin que t'allais aller au bout? Tu le sais jamais, il peut vraiment tout se passer. Je savais que j'avais des bonnes jambes en vélo, mais ouais, mais après pareil, je pensais que peut-être que dans le dernier col, je peux faire une hypo, je peux faire ci, enfin, surtout cette année parce que les Ironman ils sont pas du tout bien passés, tu vois. Je suis parti sur les allures que je pensais pouvoir tenir et c'est pas passé. Mais c'est la beauté de l'Ironman, c'est que c'est vraiment une course d'un jour et c'est la beauté de toutes ces courses longues, tu vois. L'ultra et tout, ça me fait rêver, mais c'est juste que je transpire trop, moi. Je peux pas faire l'UTMB. J'ai regardé ça l'autre jour, c'est une dinguerie, ça me fait rêver, mais comment je fais, moi? Je dois courir avec. Personne ne te demande pour l'instant de faire l'UTMB. Mais maintenant, si tu veux venir sur Ultra Trail, on serait ravis de non, mais suivre ça. je le ferai un jour, mais Faut trouver une technique. Je sais pas. En fait, je me demande si ces gars-là, à force d'aller courir 6 heures dans la montagne sans trop d'eau, si à force ils perdent pas moins d'eau. Tu vois. Guillaume te mettra en contact avec les bonnes personnes. On va organiser ta transition, t'inquiète pas. Ah, mais je vois le Strava de Jornet ou quoi, les mecs, ils se mettent des trucs de l'enfer là, mais comment ils font pour l'eau? Même j'ai mon pote là, Théo Détienne, qui est venu m'encourager là. Peut-être vous l'avez vu avec le T-Rex. Il était à l'UTMB aussi. Il y avait une photo de Cornet. T-Rex, oui, on voit très bien. Oui. Moi, j'étais là-bas. Je vois très bien de quelle photo tu passes. Elle est un de mes meilleurs potes et il était là aujourd'hui. Et pareil, lui, il se met des missions à l'entraînement, mais je peux venir avec lui 1 heure, quoi. Après, je suis déshydraté. Dernière question, Sam. L'année dernière, tu m'as dit, quand je serai champion du monde, c'est le seul objectif de ma vie. Après, j'ai envie de passer à autre chose. Est-ce que tu es revenu un peu sur ça ou est-ce que
Je pense que c'est sûr que je vais peut-être pas forcément passer à autre chose, mais ouvrir ce que j'ai envie d'accomplir, tu vois. En fait, il y a un truc que je me suis vraiment dédié cette année à essayer d'être un bon copain aussi, et c'est très dur. Avant ça, je m'en foutais, en fait, tu vois. Et donc peut-être que je m'y consacrerai un peu plus. Elle est à côté. Elle t'en écoute. regarde, hein. Elle a tout enregistré, donc voilà. Et ouais, j'essaierai de faire un peu plus. Ce sera un nouveau chapitre. Non, non, je sais pas. Et élargir mes objectifs, ouais. Après, tu vois, je t'avais dit quand même, je pense que je t'avais dit gagner Hawaï, non? Ou gagner. Tu m'avais dit gagner, ouais, après. Ouais, parce que tu sais, j'ai cette bague-là, donc, et c'est les coordonnées d'Hawaï, c'est pas les coordonnées de Nice, mais ça n'empêche qu'on pourra jamais me retirer ce titre de champion du monde. D'ailleurs, tu l'as vu, on l'a pas comparé. Merci infiniment Sam d'avoir pris quelques minutes pour nous raconter voilà, cette course, ton récit, d'autant plus que faut préciser un peu le contexte, hein, c'est que vraiment tu viens de terminer, je crois que tu n'as même pas eu le temps de prendre ta douche, donc voilà, après 8 heures d'effort, c'est un exploit. J'ai rien mangé là depuis voilà, la pause. donc voilà, on apprécie beaucoup et nos auditeurs aussi. Merci infiniment, c'était un plaisir. Honnêtement, je te dis, tu nous as donné des frissons, c'était incroyable. Ton arrivée, moi, voilà, je t'ai dit, j'ai eu la larme à l'œil. T'es un garçon hyper talentueux, imprévisible, qui n'a pas peur de se mettre en danger. Moi, c'est des qualités que je respecte énormément. Donc vraiment, merci pour... voilà, je me joins aux spectateurs qui te disaient merci parce que moi, en tant que passionné, et Tristan, je sais que c'est pareil, c'était incroyable. Moi, tu sais. Hein. Merci à vous. Très quali ce podcast. Bien Merci. plus que les mecs qui m'interviewent avec un téléphone. À très vite. Allez, ciao. Merci infiniment Tristan, eh bien ça a été un plaisir pour moi de lancer cette saison 6 à tes côtés, puisque tu n'étais pas là malheureusement sur l'Ultra Trail, parce qu'à l'UTMB, voilà, peut-être l'année prochaine tu Non, seras... mais je vois qu'il y a une sorte de ségrégation entre les triathlètes et les trailers, c'est pas très grave, on note. Tu es la bienvenue, tu sais que si tu veux passer à l'UTMB, tu peux, ta chambre sera prête, il y aura tout ce qu'il faut, tu vas voir, tu mangeras très très bien, je sais que tu es très gourmand, il y a de la raclette, il y a de la fondue, il y a tout ce qu'il faut pour te faire plaisir, tu vas voir. Tu sais comment me parler. Hein. Ah bah je sais, je peux vous dire que Tristan, il a goûté tous les burgers de Nice. Voilà, et puis les cafés gourmands, les moelleux au chocolat. Si vous voulez une bonne adresse niçoise, demandez-lui en MP, il va vous rencarder sur ça. Bah écoute, voilà, c'était un plaisir en tout cas de se retrouver. On a eu du très grand spectacle. On se retrouve dès le mois prochain pour un épisode, je crois, autour de la foulée, si mes souvenirs sont bons. Un excellent épisode. Donc ravi de te retrouver pour cette saison 6. Et puis rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Avec grand plaisir, Guillaume. À très vite. Bye bye.